41 ans. Est-ce que ça vous parle 41 ans? C'est pas mon âge, déjà. C'est pas moi. Ça vous parle ou pas si je dis 41 ans? Décathlon. C'est l'âge de notre entreprise. Ça fait 41 ans que dans les fondamentaux, il y a la volonté, l'intention de permettre le développement et l'épanouissement de chaque décathlonien. Que ce soit à travers des entretiens toutes les 4 semaines, que ce soit à travers des formations, que ce soit à travers le fait que des managers n'aient jamais plus de 12 coéquipiers animés. Cette conviction forte de se dire que c'est le développement de chacun qui a fait, qui fait et surtout qui fera la réussite de notre entreprise. Human First, ça a toujours été le moteur de notre entreprise. Sauf qu'en 40 ans, notre société autour de nous, elle a bien changé. Parce que vous parlez à vos parents, vous verrez, ça a bien évolué en 40 ans. Et que la transformation sociétale à venir, elle va être exponentielle. Et donc, il y a un parti pris d'entreprise de se dire que la digitalisation, la technologie, toutes les entreprises du monde y aura accès. Et la différence qui se fera, ce sera l'humain. Ce sera la vraie différence qu'il y aura chez Decathlon. C'est l'humain qui fera qu'on sera unique et qu'on fera la réussite de notre entreprise demain. Et donc, pour cela, Decathlon propose à ceux qui le souhaitent de pouvoir vivre les rôles. Et qui de mieux pour parler des rôles que le leader des rôles. Merci Seb. Bonjour, merci à tous. Alors, pour petite information, on est là physiquement, mais il y a aussi des gens en digital qui nous suivent justement en streaming. Il y a une quinzaine de personnes, donc je leur souhaite le bonjour. C'est toujours un peu différent de le faire à distance, mais on va essayer de le faire le mieux possible. Moi, je vais partir d'abord du concept, c'est Exchange Wake Up, et moi, je ne vous cache pas que l'Exchange Wake Up est une idée de s'inspirer et puis aussi de se mettre en énergie le matin et pouvoir vous présenter finalement la stratégie des rôles en 20-25 minutes. Moi, en tout cas, ça me met déjà en énergie parce que c'est plutôt un beau défi, donc je vais essayer de le relever en tout cas rapidement. Moi, je m'appelle donc Sébastien Guinaud. Pour me présenter très simplement, ça fait 13 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai un parcours essentiellement retail puisque j'ai fait 12 ans de magasin avant de rejoindre il y a un peu plus d'un an l'équipe de Decathlon Exchange. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que finalement, en arrivant il y a 1 an et demi au sein des équipes des échanges, j'ai finalement rendu compte, j'ai entendu que l'entreprise était en train de se transformer. J'ai entendu parler d'entreprise libérée, de responsabilité liberté, mais de manière très concrète, peut-être pour ceux qui vivent aussi en magasin, pas trop de changements ces 2 dernières années. Et puis finalement, en arrivant sur l'île, je me suis rendu compte que cette transformation était un peu plus réelle. Je me suis dit tout simplement une question qui est essentielle parce que chez Decathlon, on est plutôt une entreprise du pourquoi. C'est pourquoi finalement l'entreprise, alors que ça fait 40 ans qu'elle fonctionne et qu'elle a plutôt de bons résultats, pourquoi elle est en train de se transformer. Un peu en lien avec ce que vous a dit Tamara, j'ai en tout cas finalement pris davantage conscience par des échanges en interne mais aussi en externe que même si on est une belle entreprise de 80 000 coéquipiers qui fonctionne très bien, on est finalement qu'une petite entreprise dans un écosystème, un environnement qui lui est en pleine évolution. J'ai même plus envie de dire, au-delà d'évolution, en pleine révolution. Quelques éléments structurants, on parle d'hypermondialisation, du big data, de l'ubérisation du commerce, Uber, Airbnb, j'imagine que vous connaissez tous, et puis aussi des évolutions sociétales avec une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. On parle de génération Z, même déjà de génération alpha, puisque la génération change de plus en plus vite. En tout cas, des générations qui n'ont plus du tout les mêmes attentes, les mêmes beaucoup plus connectées, une envie beaucoup plus forte d'entreprendre, et en tout cas qui n'aspirent plus du tout les mêmes choses dans la vie professionnelle. Et puis, autour de nous, une 4e révolution industrielle, elle porte bien son nom, c'est la 4e, donc ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant, celle de la robotisation, mais qui va avoir des impacts énormes, en tout cas, sur l'ensemble de nos activités économiques. Et ce qui change finalement le plus, ce n'est pas le changement, c'est la rapidité dans laquelle tous ces changements s'opèrent. Les technologies, Internet fait que tout ça se fait de manière beaucoup plus rapide que dans le passé, avec des impacts forcément sur notre activité. Et donc, pour redonner du sens à tout ça, j'aime bien citer la DG de HP qui disait lors du forum de Davos, il y a 1 an, le monde de l'entreprise va changer et que les entreprises qui continueront d'exister dans les années à venir, ce seront des entreprises qui seront capables d'être rapides dans leur process de décision, agiles dans leur organisation et qui, pour cela, devra favoriser la coopération entre chacun de ses membres, de ses collaborateurs, pour favoriser l'innovation. Il y a peut-être une phrase que vous avez peut-être déjà entendue, mais qui résume assez bien, finalement, d'un monde de l'entreprise où c'était les grosses entreprises qui mangeaient les petits. Demain, les enjeux, c'est que ce sera les entreprises rapides qui mangeront les lents. Et donc, si on le ramène un peu chez Decathlon, on avait plutôt, mais j'ai envie de dire d'ailleurs pas que Decathlon, les entreprises en général avaient plutôt des organisations comme suivantes. Des organisations plutôt pyramidales et des organisations globales, c'est-à-dire un siège qui définissait des stratégies, qui les diffusait en local pour que localement, elles appliquent ces stratégies. Face à ces enjeux de transformation autour de nous,
nous devons aussi adapter nos organisations et donc redonner le pouvoir de décision au plus près de là où on pourra mesurer la conséquence. Principe de subsidiarité, j'imagine que vous en avez peut-être déjà entendu parler, et donc développer ce principe de subsidiarité qui fait partie de notre ADN, tout en favorisant la coopération, en ayant davantage une organisation en réseau. Alors, comme je dis souvent, chez Decathlon, puis je vois Mathieu que tu arrives, tu pourras me le confirmer, le changement, ça fait partie de notre ADN. Je suis sûr que vous avez toujours connu plein de changements, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'une entreprise, c'est souvent un organisme vivant, et pour rester vivant, il faut changer. Jamais, la période qu'on va vivre, c'est plus qu'un changement, c'est une vraie transformation. L'idée, ce n'est pas de pouvoir refaire, comme je dis souvent, du neuf avec du vieux, c'est véritablement une façon nouvelle de réorganiser nos ressources pour pouvoir finalement satisfaire notre sens, qui est de satisfaire des utilisateurs sportifs. Dans cette période de transformation, néanmoins, on a besoin de quelques repères, quelques éléments structurants. Premier élément structurant, qui est notre sens, satisfaire des utilisateurs sportifs. Ça a toujours été notre sens, mais on le réaffirme encore plus en ce moment avec cette volonté véritablement à s'intéresser aux sportifs, à leurs vraies attentes. Ça ne change pas. Deuxième élément structurant, notre vision. Dans notre vision humaine, qui a été coécrite par 38 000 coéquipiers, il a été dit par ces coéquipiers que dans 10 ans, en 2026, on sera 100 000 coéquipiers, 100 000 freelancers engagés, épanouis, qui partageront un sens commun, une passion commune, celle du sport, et un actionnariat commun. Deuxième élément structurant. Et le troisième élément structurant, le principe de subsidiarité que je vous ai parlé. Et ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de nouveauté. Decathlon, notre ADN de l'entreprise, Decathlon s'est construit sur ce principe de décision. Donner le pouvoir de décision en local. Donner la possibilité à chacun de nos coéquipiers de prendre des responsabilités, car on est convaincu que l'homme se développe justement par cette responsabilité. Je crois que les échanges datent de 2005. Et d'ailleurs, si vous êtes rentrés ce matin, la devise qui est marquée à la droite du bâtiment, « Oser la responsabilité », elle n'a jamais changé. Et donc, finalement, notre volonté, c'est que pendant 40 ans, cet ADN qui a fait notre force, ce n'est pas de dire on la remet en cause, c'est comment être encore plus fort sur un de nos points forts pour justement s'adapter à l'ensemble de notre environnement. Un élément qui est structurant pour moi dans ce principe de subsidiarité, c'est que chez Decathlon, comme l'a très bien dit Tamara, pour accompagner chacun de nos coéquipiers dans leurs responsabilités, dans nos fondamentaux, on avait idéalement, toutes les 4 semaines, chacun de nos coéquipiers est accompagné par son patron pour lui permettre de se mettre en action et de prendre des décisions. Cette vertu a eu un inconvénient, c'est que dans nos fondamentaux, en général, on avait un patron pour 7 à 8 collaborateurs. Et au fur et à mesure qu'on a grossi, on commençait à avoir des patrons qui avaient 8, 9, 10, 12, 13 collaborateurs. Et on sait très bien qu'au-delà de 12 collaborateurs, il est très compliqué d'accompagner de manière qualitativement. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On avait tendance à recruter de nouveaux patrons qui animaient une autre partie de l'équipe et qui étaient très souvent animés des consolidations. Ça a eu un impact, c'est qu'au fur et à mesure, on a commencé à avoir de plus en plus de consolidations, de plus en plus de patrons qui animaient des consolidations. Et quelque part, en plus Mathieu est là, entre un vendeur et Mathieu, on est arrivé jusqu'à entre 12 et 13 niveaux hiérarchiques, en tout cas en France. Pourquoi c'est structurant ce point-là? Parce que le principe de consolidation, finalement, ne permet pas de véritablement vivre la subsidiarité. Et je vais vous donner un exemple très concret. Le principe de subsidiarité, c'est de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir en mesurer la conséquence. En France, on avait dans nos organisations en magasin des responsables de rayon sport collectif qui animaient et qui animent encore, dans certains de nos magasins, une consolidation dans laquelle on retrouvait le football, le basket, le hand, le volleyball, etc. Si je suis responsable de rayon aujourd'hui, je vais prendre un pays que je connais bien, la France, finalement, si je me concentrais et je me focalisais sur le football qui représente en général entre 40% et 50% du chiffre d'affaires, très souvent, ma consolidation était plutôt réussie. Et on va dire, allez, si on est dans le sud-ouest, on rajoute le rugby pour les années de Coupe du Monde. C'est quoi la conséquence? Vous allez me dire, si sa consolidation était bonne, c'était intéressant. Oui, mais il y a eu un inconvénient, c'est que finalement, le fait de s'animer sur une consolidation, on ne mesurait pas finalement la conséquence ou la non-conséquence des décisions qu'on ne prenait pas pour les autres sports. Et ces autres sports, face à ces autres sports, il y a des utilisateurs sportifs. Finalement, pour pouvoir vivre davantage de subsidiarité et mesurer la conséquence de chacune de nos décisions, notre sens, c'est de passer d'un responsable de rayon sport collectif à demain un leader du football, un leader du basket, un leader du hand,
qui pourra pleinement écrire un projet sport localement en lien avec ses utilisateurs sportifs et mesurer la conséquence de chacune de ses décisions. Je vous ai dit leader foot, leader basket, mais peut-être en fonction du marché local, de mes utilisateurs locaux, peut-être que aussi, si le marché le permet, on aura aussi des leaders du football à 5 ou des leaders du football à 11, puisqu'on sait très bien qu'en pratiquant, ce ne sont pas les mêmes utilisateurs et qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. Et donc finalement, cette conséquence, l'idée, c'est de retenir que plus on a de consolidation, moins on peut vivre la subsidiarité. Et donc la volonté, c'est de pouvoir finalement avoir de moins en moins de consolidation pour justement répondre davantage à notre sens et vivre ce principe de subsidiarité plus fortement. Il y a un parti pris qui a été éclairé, qui pourra changer dans le temps, mais c'est de dire de ces 12 niveaux hiérarchiques, notre sens, c'est de pouvoir passer à 4 niveaux dans un premier temps. C'est lesquels les 4 niveaux? C'est 4 niveaux de responsabilité qu'on va appeler uncountable. Responsabilité économique, humaine et légale. Le premier niveau de responsabilité qui est structurant, c'est la responsabilité du leader sport. Pourquoi le leader sport? Parce que ce leader sport, il a la responsabilité du projet local sport et qui, du coup, c'est celui qui est en contact direct avec l'ensemble de nos utilisateurs. C'est lui qui, finalement, crée, je n'ai pas envie de dire le plus de valeur, mais c'est sa relation avec son utilisateur sportif qui crée le plus de valeur de satisfaction de nos utilisateurs, mais aussi de valeur économique, et donc qui finance l'ensemble de notre écosystème. Ce leader sport, plus que jamais, c'est le centre, et ça doit être le centre de l'ensemble de nos organisations. Ce leader sport va donc financer localement un leader magasin. Ce leader magasin aura la responsabilité du projet magasin, qui vont créer aussi de la valeur, financeront un leader pays, responsabilité du projet pays. Et les leaders pays créeront de la valeur et financeront un leader Decathlon, Michel Avaléa, qui lui a la responsabilité de la vision et du business model. Vous imaginez bien que de passer de ces 12 niveaux hiérarchiques qu'on avait à demain 4, et demain peut-être encore moins, bah c'est plus qu'un changement, c'est une vraie transformation. Et pour pouvoir accompagner cette transformation, il est important d'avoir certains repères. Nos repères, ils sont simples, on a une chance extraordinaire, je le dis souvent, c'est que déjà, on a un sens qui est fort. Rendre accessible le sport au plus grand nombre. Ça peut paraître évident parce que ça fait partie de notre culture, mais pour avoir l'occasion d'accompagner d'autres entreprises ou d'échanger avec d'autres entreprises, très souvent, ils n'ont pas ce sens aussi fort. D'avoir un sens commun, c'est structurant dans notre accompagnement de transformation. Des valeurs communes, vitalité, responsabilité, des fondamentaux humains, une vision humaine qui soit, une vision d'entreprise qui soit partagée. Et enfin, les rôles. Les rôles, c'est un cadre, en tout cas, c'est un des comment qui doit nous permettre, au sein de l'entreprise, de pouvoir accompagner cette transformation pour pouvoir vivre plus de subsidiarité et satisfaire encore plus nos utilisateurs sportifs dans les 40 années à venir. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Un rôle, c'est une responsabilité que j'occupe, qui me passionne et qui sert le sens de Decathlon. Moi, j'aime bien m'attarder un petit peu sur cette phrase, notamment sur la notion d'une responsabilité qui me passionne. En lien avec notre vision, Do What I Love, le sens de cette phrase, c'est de se dire, permettre à chacun de nos coéquipiers de pouvoir se positionner là avant tout, il a le plus de talent, là où il a le plus de motivation, là où il crée le plus de valeur, là où il crée le plus de valeur pour lui, et donc forcément là où il créera le plus de valeur pour l'entreprise. Et moi, j'aime bien donner souvent le parallèle avec le sport, parce que c'est quand même un de nos sens communs. Si vous prenez le sport, notamment dans les sports collectifs, si vous prenez Neymar qui est arrivé au PSG il n'y a pas très longtemps, bah, qu'est-ce qu'il aime avant tout? Il aime mettre des buts, il aime dribbler, il aime faire des passes décisives, tirer des coups francs. Ben moi, je suis persuadé que Neymar, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, que quand il va à l'entraînement, il travaille avant tout ses points forts. Il va travailler avant tout devant le but. Bien évidemment, il fait partie d'un collectif et d'un projet d'équipe. Et donc, les points où il est moins fort, qui peut être un frein éventuellement au collectif, il va aussi essayer de travailler dessus. Non pas pour être très fort dessus, mais pour que ce ne soit pas un handicap. Donc, peut-être que Neymar, il travaille le placement défensif. Mais avant tout, là où tous ces entraîneurs le font jouer lors des matchs, il joue devant. Tout simplement parce que c'est là que lui prendra le plus de plaisir, créera le plus de valeur pour lui, mais donc aussi pour l'équipe. Et le projet de l'équipe, il est simple, c'est de gagner. Et bien, à travers les rôles, c'est un peu le même sens. On va pouvoir permettre aussi à chacun de nos coéquipiers de prendre des responsabilités et de pouvoir prendre des responsabilités en lien avec ses talents, ses points de force. Et la deuxième chose qui est structurante, c'est que ces responsabilités, elles doivent servir le sens de Decathlon. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vision, nos valeurs, nos fondamentaux. Excusez-moi. Deuxième élément structurant, si je peux jouer un ou plusieurs rôles. Et ça aussi, c'est un changement. Ça va permettre aussi d'enrichir nos missions,
puisqu'en général, on avait plutôt un métier. Je faisais un métier dans une organisation. À travers les rôles, on va aussi pouvoir prendre d'autres responsabilités, en lien, encore une fois, avec le sens de l'entreprise et nos points de force. S'il y a un schéma à retenir pour clarifier des fois les rôles, c'est celui-là. Si je résume un petit peu ce que je vous ai dit, les enjeux, c'est pour pouvoir finalement vivre davantage dans notre sens, répondre aux enjeux externes et être plus rapide, plus agile, et pouvoir renforcer le pouvoir de décision de chacun. On va avoir 4 rôles. Et le rôle principal qu'il faut retenir avant tout, c'est celui qui est central. C'est le vôtre, c'est le mien, c'est nous tous. C'est le rôle de coéquipier. Vous l'avez peut-être entendu sous un autre nom, le nom de ressources. C'est quoi ce rôle? En fait, il est assez simple. On est tous coéquipiers de Decathlon et on est donc tous ressources de projet. On est tous acteurs. On est tous. Pourquoi c'est le rôle principal? Parce que pour moi, c'est celui qui fait. Et celui qui fait, c'est celui qui crée de la valeur. Et donc, c'est l'enjeu. Ce rôle de coéquipier est un enjeu fort puisque finalement, c'est comment accompagner chacun de nos coéquipiers dans sa capacité à pouvoir prendre des décisions et vivre pleinement sa subsidiarité. Le parti pris était de se poser la question d'un coéquipier, finalement, pour prendre des décisions, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'il a besoin? En général, il a besoin d'un projet. En tout cas, il a besoin d'avoir une cible claire, un collectif avec une cible claire. Si le coéquipier n'a pas une cible claire, mais il est très difficile pour lui de prendre des décisions. La deuxième chose qu'il a besoin, un coéquipier, il a besoin de compétences. Il a besoin d'avoir un espace, en tout cas, pour pouvoir développer ses savoir-faire, sa confiance et son efficience dans son geste. Et troisième élément qu'a besoin un coéquipier pour pouvoir décider, il a besoin de développement personnel. En tout cas, il a besoin d'avoir un espace dans lequel il va pouvoir finalement aller chercher ses propres ressources pour pouvoir se mettre en action. Et donc, face à chacun de ces environnements nourriciers, on va retrouver un rôle qu'on aura la responsabilité pour pouvoir accompagner ce coéquipier. Celui qui a la responsabilité du projet, c'est le leader. Et donc, on est leader d'un projet. Celui qui a la responsabilité des compétences, on dit qu'il faut que je me décale, sinon on ne me voit pas. Celui qui a la responsabilité des compétences, de développer les compétences du coéquipier, ce sont des référents. Et je m'exprime au pluriel parce que très souvent, pour bien réussir sa mission, pour prendre des décisions, je n'ai pas besoin de développer une compétence, mais plein de compétences. Et donc, dans mon écosystème, j'ai besoin d'avoir plein de référents autour de moi. Et enfin, celui qui a la responsabilité d'accompagner nos coéquipiers dans son développement personnel, c'est le coach. Et on est coach d'une personne, ce que je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail. Voilà les 4 rôles. Il n'y a pas un rôle, comme vous voyez, de la façon dont c'est représenté, il n'y a pas un rôle, on me pose souvent la question, mais c'est quoi le rôle le mieux? Il n'y a pas un rôle mieux. Le meilleur rôle, finalement, pour chacun d'entre vous, c'est celui dans lequel vous allez créer le plus de valeur pour vous-même. Plus, là, vous allez pouvoir mettre véritablement au service de l'entreprise vos talents, ce que vous aimez faire. Mieux vaut être ressource et jouer qu'un rôle dans plein d'entités, créer beaucoup de valeur, que finalement jouer plein de rôles. Aucun n'est au-dessus des autres. On est tous ces rôles sont les uns à côté des autres pour justement servir le sens et la vision de l'entreprise. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, au-delà des définitions, de ce que ça peut incomber comme responsabilité. Je vous ai dit, le premier rôle, le rôle structurant, c'est chacun d'entre nous. On est tous ressources et donc acteurs de projets dans lesquels on va faire. Et ce rôle de ressource, pour moi, très souvent, on a tendance à passer vite quand on l'explique. Or, c'est l'élément central. Ce rôle de ressource, c'est chacun d'entre nous. Et si on reprend notre vision, c'est demain, chacun d'entre nous, on sera freelancer. Être freelancer, c'est quoi? C'est être freelancer de sa vie avant tout. C'est être capable de décider pour soi-même. Qu'est-ce que je vais moi-même mener? Quelles sont les décisions que je vais prendre? Quelle est la mission, la responsabilité que j'ai envie de prendre en lien avec le projet collectif? Quels sont les moyens que je vais me donner pour réussir ma mission? Comment je vais construire mon écosystème? Comment je vais choisir mon coach? Trouver mes référents? Comment je vais moi-même pouvoir demain m'auto-évaluer? Voilà les enjeux du coéquipier. Être chacun d'entre nous dans notre capacité d'adulte à pouvoir décider. Certains autres, on sera donc tous ressources. Ensuite, d'autres joueront d'autres rôles. Certains joueront le rôle de leader. Et donc, on est leader d'un projet, à la tête d'une équipe hiérarchique ou non, au service d'un client interne qui finance ce projet et qui en attend donc un retour. Si on prend des mots qu'on connaît bien, c'est quoi les responsabilités d'un leader?
le leader, il a la responsabilité du projet et donc il a la responsabilité d'éclairer la cible, de construire, de donner les moyens à son collectif, de co-construire ensemble la cible collective et donner du sens. Une fois que ce leader a co-construit cette cible, sa deuxième responsabilité, ça sera de pouvoir essayer de construire la meilleure équipe de ressources pour pouvoir justement réussir ce projet. J'ai changé il n'y a pas très longtemps avec certains et je pense surtout que ça va changer aussi notre posture de leader. Avant, on était plutôt dans une posture de leader qui disait « je te recrute, je décide ». Mais le leader, il aura aussi une autre responsabilité, c'est qu'il devra trouver les meilleures ressources et donner envie aux ressources de venir travailler avec lui. Parce que les meilleurs talents, ils choisiront où ils iront travailler. Et donc, le leader aussi, il a cette capacité à donner du sens. Il faut que je me décale à chaque fois, excusez-moi. Pouvoir donner du sens, communiquer son projet, donner envie aux meilleures ressources de le rejoindre pour justement permettre d'atteindre la réussite du projet. La troisième responsabilité, une fois qu'il a construit son équipe, ça sera de faire réussir le collectif, animer le collectif, créer les conditions pour que le collectif puisse finalement vivre et garantir un dernier point, qu'il a le résultat. Faire en sorte que ce pourquoi le leader et le projet étaient financés viennent créer la valeur escomptée. Voilà les 4 responsabilités du leader. Le troisième rôle, c'est le rôle de coach. Donc, on est coach d'une personne, à la tête d'une équipe hiérarchique ou non, au service d'un client interne qui finance ce projet. Oh, pardon, je me suis trompé. On est coach d'une personne pour l'aider à progresser par un feedback bienveillant et exigeant, de manière régulière et durable, en étant disponible physiquement et au service d'un deal clair. C'est un choix tripartite. Quelques éléments à mettre du relief. La première chose, on est bien coach d'une personne. On est là pour s'occuper d'une personne. On n'est pas coach d'une équipe. On est là pour se centrer sur l'individu. Et on est là pour se centrer sur l'individu pour l'aider à progresser. Progresser par une posture non pas de conseil. On n'est pas là pour dire au coéquipier ce qu'il doit faire. Je vous rappelle, les enjeux, c'est de pouvoir décider rapidement. Les enjeux, finalement, c'est que chacun de nos coéquipiers, de nos 100 000 coéquipiers, prendre des décisions. Et donc, le coéquipier doit accompagner finalement, le coach doit accompagner ses coéquipiers dans sa capacité à prendre lui-même ses propres décisions. Pour cela, il devra avoir une attitude, une posture plutôt basse, d'accompagnement, de questionnement ouverte, pour pouvoir permettre à ce collaborateur de progresser. Par un feedback bienveillant, exigeant, pas besoin de redonner trop de sens, c'est des choses qu'on connaît chez Decathlon. Par contre, de manière, c'est mon coach que je rencontre régulièrement. Chez Decathlon, dans nos fondamentaux, on a idéalement toutes les 4 semaines, j'ai un entretien. Cet entretien, je l'aurai avec mon coach, justement pour qu'il puisse m'accompagner et me permettre de moi-même prendre mes propres décisions. Donc, idéalement, toutes les 4 semaines. Mon coach, je le vois de manière durable. Le coaching en externe, ça existe et très souvent, c'est plutôt sur une période assez courte, 6 mois, ça peut changer. Mais en tout cas, chez Decathlon, la volonté, c'est de pouvoir construire cette relation de confiance. Donc, il n'y a pas de notion de temps à vous donner. Mais en tout cas, elle doit être définie cette durée lors du contrat et elle doit durer un certain temps pour justement favoriser la confiance et l'accompagnement de ce collaborateur. On doit être disponible physiquement. Disponible physiquement, ça veut dire que mon coach, je dois pouvoir le rencontrer. Je dois pouvoir le voir. Je dois finalement, si je suis ton coach, je dois pouvoir me rendre sur ton lieu de pratique pour pouvoir te donner des feedbacks, te faire progresser. Donc, mon coach, si je suis en France, mon coach, il ne peut pas se retrouver en Chine. Ça existe en externe. On peut faire du coaching à distance, mais ce n'est pas le sens qu'on veut vivre. Donc, mon coach, il n'est pas forcément dans mon équipe, mais en tout cas, physiquement, il ne doit pas être très loin pour pouvoir justement qu'il y ait ce moment physique et d'échange directement sur là où je pratique ma compétence. Au service d'un deal clair, il y a un contrat. Ce n'est pas juste, des fois, je vais dire les choses, des fois on dit un coach, ouais, c'est un psy, mais ce n'est pas un psy. Moi, je coach des gens, je ne suis pas un psy. Ça demande par contre d'être formé. Un bon manager n'est pas un bon coach, ce n'est pas la même posture. Mais par contre, il y a bien un objectif. Il y a un deal entre finalement le coach et le coaché qui sera défini notamment par le collaborateur, par le coéquipier. En lien avec sa mission, ça sera à lui de définir c'est quoi les enjeux pour moi, sur quoi j'ai besoin d'être accompagné. Et donc ça doit se retrouver à travers un deal clair qui doit être formalisé ou en tout cas identifié entre le coach et le coaché. Et enfin, c'est un choix tripartite. Le choix tripartite, c'est-à-dire qu'il se fait entre le coach, le coaché et le leader. Mais le premier responsable, c'est le coéquipier.
c'est bien moi, coéquipier, qui, en lien avec mes enjeux, vais définir qui peut être la meilleure personne pour pouvoir m'accompagner. J'ai un échange finalement en début d'année avec mon leader, et mon leader sera plutôt là pour pouvoir finalement, de manière bienveillante, pouvoir me challenger sur l'organisation, sur quel sujet. Pour être sûr, au final, le leader doit s'assurer que chaque coéquipier est quelqu'un pour prendre soin de lui toutes les 4 semaines. Et enfin, le dernier rôle, le rôle de référent. On est référent d'une matière où l'on excelle parce qu'on fait et pour laquelle on est reconnu par la communauté. Le principal changement qu'il faut retenir sur le référent, c'est qu'on est référent d'une matière parce qu'on fait. Et c'est parce qu'on la fait bien qu'on est reconnu par ses pairs, par les gens qui exercent les mêmes fonctions et qui viennent naturellement vous voir pour vous permettre d'accompagner sur cette compétence. On n'est plus dans un système finalement où les personnes se décrètent experts ou qui sont décrétées par un patron, mais c'est bien par la communauté, les gens qui font la même chose, qui reconnaissent finalement la compétence du référent, qui lui permettent de devenir référent. Vu qu'il reste 2-3 minutes, je suis à peu près dans le challenge. Donc, ce que je vous propose, si vous avez peut-être quelques questions, je sais que j'étais assez vite, mais on peut cesser 3 minutes pour répondre à vos quelques interrogations sur les rôles. Oui, bonjour. Moi, sur le référent, je n'ai pas bien compris après comment il est activé ou comment le rôle un peu plus précis du référent. OK. Le référent, donc, il est bien là pour apporter de la compétence. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait que d'un collaborateur, de coéquipier, je deviens référent? Je vais prendre un exemple très concret. Hein. Je fais de l'achat industriel, d'accord? C'est parce que j'achète sur un périmètre, je fais de l'achat, d'accord? Que finalement, sur cette compétence, finalement, je suis reconnu parce que je la fais, donc je pratique et je la fais bien. Et donc, finalement, mes coéquipiers qui sont autour de moi, qui peuvent avoir les mêmes responsabilités, vont naturellement venir me solliciter, justement parce que sur cette compétence, je la réalise et qu'ils me reconnaissent. Parce que quand je la fais, encore une fois, j'ai des résultats. C'est ça la principale différence. Avant, finalement, on était plutôt, encore une fois, reconnu par un patron qui nous désignait. Là, l'important, c'est de retenir qu'il faut faire. Il faut faire. Aux échanges, par exemple, je prends souvent cet exemple, est référent sur le recrutement. Ça fait 5 ans qu'il ne recrute pas. Et on a plein de cas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il est plus référent, mais s'il veut continuer à être référent, ça veut dire que quand il se remet en action, pour être lui-même ressource de projet et être dans l'action de recruter. Et c'est parce qu'il recrutera des personnes qui seront des bons profils reconnus par l'entreprise, que les autres autour de lui, les pairs, pourront revenir vers lui pour justement l'accompagner sur la compétence. Dans l'activation, il y a un enjeu qui est individuel. C'est-à-dire que déjà, peut-être on va développer des outils, mais l'outil Talent le permet aujourd'hui. Si vous allez dessus, vous pouvez renseigner des choses que vous faites. Et déjà, des coéquipiers peuvent venir liker votre profil et donc reconnaître votre compétence justement sur ce que vous avez renseigné sur votre profil Talent. Ça répond à tes questions? Dis-moi. En fait, le référent, après, c'est quoi? C'est chaque coéquipier peut aller le voir pour se former auprès de lui, avoir des conseils? Ah, ouais, c'est ça. Le référent, il est là pour former, conseiller, apprendre. On n'est pas du tout dans la même posture, on est véritablement dans une posture de je te donne, je te conseille, je te donne de la compétence. Voilà. Oui. Question qu'on m'a posée hier en formation. Je vais la répéter. Comment on peut identifier les coachs? Comment on peut identifier les coachs? Très bien. Qui arrive en magasin, qui ne connaît pas en réseau, Il y a un système qui n'est pas facilement. Donc, je ne l'ai pas dit, mais transformer notre entreprise, une entreprise comme la nôtre, c'est entre 5 et 10 ans. Donc, on est au début de l'expérience et pour être très transparent, si on veut aujourd'hui permettre à chaque coéquipier d'avoir un coach formé, il faut former 15 000 coachs. Donc, on est au début de l'aventure. Par contre, oui, aujourd'hui, ce qui est important, c'est dès que vous faites fondamentaux du coaching, c'est de vous-même, encore une fois, en tant que responsable vous-même des rôles que vous voulez jouer, de pouvoir renseigner votre profil sur MyTalent. Et vous avez la possibilité de renseigner que vous êtes coach en développement personnel. Et donc, tout à chacun, on peut aller aussi sur le site Talent, faire des requêtes pour voir quels sont les coachs qui existent autour de moi et qui ont été formés. Et puis, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui vont vouloir s'engager, lever la main. Et une fois qu'ils lèvent la main, ils doivent s'engager à aller se former pour justement pouvoir ensuite jouer ce rôle-là. Et peut-être qu'il y aura d'autres moyens. Merci beaucoup Sébastien, on peut l'applaudir.